Salut à tous. Je suis avec un Sartois. C'est comme ça qu'on dit ? Exactement, Sartois. Karine. Ouais, Sartois, Manceau. Sartois, 72, Le Mans. Je viens de découvrir que cette région existait. Enfin, non, Le Mans, j'abuse un peu. Salut Alexandre. Bonjour Karine, Alexandre Chaudet. CGP, tu as 26 ans. c'est ça. Alors, un petit peu en préambule, là, on racontait que c'était intéressant pour moi de voir cette génération de jeunes, enfin, en tout cas, de jeunes dans l'âge et puis aussi dans le métier, avec peut-être votre approche, votre nouvel œil sur à la fois les classes d'actifs, mais aussi sur les nouvelles habitudes. J'écoutais ce matin une émission sur de l'actu qui parlait beaucoup retraite, on va en parler. Ouais. Est-ce que c'est dans tes préoccupations, toi, en tant que CGP, ou dans les préoccupations de tes clients Quels sont tes clients ? Mais bon, plein de questions. Mais comme d'hab, on va partir from scratch. Bon, toi, tu as 2 masters, mais je veux savoir, si tu te remets encore il y a 5 ans en arrière, Ouais. enfin quand tu étais encore à l'école, est-ce que tu savais déjà clairement ce que tu voulais faire ? Est-ce que CGP, ça trottait dans ta tête ? C'est quoi un petit peu ton historique ? Alors moi j'étais très orienté économie, très attiré par l'économie et la finance. Alors au début je voulais surtout m'orienter sur de la compta, contrôle audit, Ouais. expertise comptable. J'ai fait un stage, une alternance qui m'a confirmé que c'était pas forcément pour moi. J'avais besoin de voir davantage de clients et de toucher à la finance, à l'économie, mais vraiment pure. Et donc du coup, je me suis orienté sur de la finance d'entreprise dans un premier temps. J'étais intéressé par tout ce qui était analyse financière. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que tu avais une référence chez toi qui faisait déjà pas mal de ça, un film Alors, qui t'a plu ouais, bon, forcément, tous attirés par le Loup de Wall Street, hein, Ouais, on l'a pourtant tous c'est pas vu. du tout C'est ta pas du tout génération, ma j'ai envie de te dire. génération, mais un super film, L'Outsider aussi, que Ouais. j'avais apprécié avec l'affaire notamment de Jérôme Kerviel. Des films qui m'ont inspiré sur mon parcours. Finance d'entreprise, non, j'aimais bien. Je trouve que les dirigeants d'entreprise ont des histoires à raconter. Ouais. Je les trouve très inspirants et donc j'étais attiré par justement les accompagner dans leur Est-ce que activité. le fait d'aller sur les réseaux, de voir tous ces mecs qui réussissent, je pense au slip français, toute cette jeune génération qui parfois aussi ont je pense à bien sûr Jonathan Anglove, qui font des licornes, hein. Est-ce que avec Ercole notamment, est-ce que ça t'a inspiré toi aussi dans ta construction de jeune homme ? Bien sûr, très inspirant. On se dit que c'est possible de le faire à notre jeune âge aussi. Pas forcément besoin Ouais. d'attendre 45, 50 ans pour se lancer, pour évoluer. Donc ça, c'est hyper inspirant, rassurant aussi, parce qu'on peut, ce que je te disais, tu peux réussir et avancer très vite, même à notre âge. Donc c'est pour ça que je trouve que dans la finance, on peut se permettre d'accélérer notre parcours, et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. C'est vrai que je trouve qu'on se rapproche des États-Unis là-dessus, Ouais. mes collègues, Jonathan, n'importe quoi, mes collègues Christopher et Mathieu, bien sûr, Simonelli, diraient la même chose, et eux qui ont fait le tour des États-Unis à la rencontre de ces chefs d'entreprise inspirants. J'ai l'impression que c'est en train d'arriver en France, là, de post-Covid d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ouais. Les gens, je pense, se sont un peu sédentarisés pendant 2-3 ans, se sont dit qu'est-ce que je fais de ma vie, poser des questions existentielles. Les jeunes qui étaient en train de passer la génération bac, vraiment atome, comme ça, bas de données, enfin soi-disant, se sont posés beaucoup de questions. Bon, toi, tu es un petit peu plus âgé, mais du coup, est-ce que justement, cette prolifération des médias, ces différentes sources d'inspiration font que tu te sens différent de la génération de tes parents qui, t'as dû en entendre parler, mettaient un peu de côté, où on gravit les échelons petit à petit. Oui, effectivement. Il y a un besoin aussi de se retrouver. Moi, je le vois post-Covid, ce que tu disais. Beaucoup d'événements aussi qui se créent le soir, les midis, des petits déjeuners aussi de rencontres. Ouais. Il y a un besoin post-Covid, comme tu le disais, de se retrouver, un besoin tangible de sentir les gens aussi proches de nous. Effectivement, donc ça a évolué. Et puis des nouveaux médias. Moi, je suis notamment Guillaume Play sur Légende, ce qui fait, je trouve ça juste extraordinaire. Ouais. Le ton qu'il apporte à son émission, et je trouve que ce type de média révolutionne déjà la télé ou les anciens médias. Donc je trouve ça assez intéressant, ce qui se fait à l'heure actuelle. Ok, en tout cas, toi, ça t'a permis de te découvrir, ou en tout cas de voir vers quoi tu voulais aller.
Donc il y avait à la fois, je sens chez toi deux choses. Je sens à la fois cette appétence pour la finance, cette curiosité, et je sens aussi le besoin de communiquer, d'exister. Donc tu m'expliqueras comment en tant que CGP tu communiques. Est-ce que tu es très proactif? Est-ce que du coup tu prends ces exemples et tu fais pareil? Ouais, effectivement, bah, c'est un métier qui me plaît parce que il y a de la communication, il y a du contact. Ça, c'est hyper important. On passe toute notre journée avec des clients, hein, et puis écouter des histoires. Moi, c'est ça aussi que je m'enrichis avec ça. Les histoires inspirantes de chacun. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Et c'est un métier où on doit être très à l'écoute et puis après être proactif aussi dans le conseil qu'on a à apporter à nos clients. Donc c'est ça qui me plaît et qui me plaisait dans le métier de CGP notamment. Alors on va le voir, tu as eu 2 masters. Tu as eu ton premier master de finance d'entreprise à Lille et le second de gestion de GP à Clermont-Ferrand. Et on va le voir aussi, c'est important pour toi d'avoir ces 2 aspects, notamment, et on l'a bien compris, pour accompagner les chefs d'entreprise qui t'inspirent. Donc, et j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que tu es devenu chez CGP et pas chef d'entreprise? Alors oui, pas que, hein. Là, je parle des chefs d'entreprise. Je voulais au début les accompagner surtout sur leur partie professionnelle. Et puis après, j'ai eu une appétence pour la gestion de patrimoine. Donc j'ai voulu avoir les deux, le double master pour les accompagner au mieux sur une vision globale. Mais j'adore aussi, autre que les chefs d'entreprise, accompagner les familles, notamment sur plusieurs générations. Quand on accompagne le père, le grand-père, le fils, c'est ce qui m'est arrivé notamment avec pas mal de clients. Mais c'est hyper intéressant, des objectifs différents, des visions aussi du patrimoine et de la gestion de ces fonds, des objectifs patrimoniaux totalement différents en fonction des générations, on le ressent. Et ça, c'est juste génial à aborder au quotidien. Ok. Est-ce que toi, plus jeune, avec tes parents, tu avais cette notion d'éducation financière? Est-ce qu'on parlait de patrimoine à la maison? Ouais, pas de tabou chez moi. On est 3 frères et c'est vrai qu'on a été éduqués aussi de la même façon. On parlait d'argent, on parlait de gestion de patrimoine, de diversification, etc. Avec vos parents? Avec mes parents, Ils font quoi tes parents? Alors ma mère est dans les assurances, elle est cadre chez MMA, donc on en parlait Ça déjà. Ils avaient mis déjà des solutions en place pour nous, des assurances vie quand on était petits. Donc on avait déjà cette vision-là de gestion de budget, gestion de patrimoine. Mon père, rien à voir, lui il travaille au Café de la Paix à Opéra. Mais c'est surtout peut-être du côté de ta mère. De ma mère. Ok. Du coup, tu t'es dit très vite que tu allais aider plutôt que briller. C'est ça que j'entends, quoi. Ouais, j'adore transmettre. Bon, alors après, j'aime bien évoluer aussi dans ma propre carrière, mais j'aime transmettre. Et la gestion de patrimoine, quand je transmets des informations, moi je m'appauvris pas. En fait, je transmets de la connaissance. Et la connaissance, c'est ce qui permet aujourd'hui de transmettre quelque chose sans s'appauvrir quand on le transmet, mais on enrichit l'autre qui la reçoit. Et ça, je trouve ça juste assez incroyable quand on apprend des choses à nos clients et qui ressortent du rendez-vous avec pas mal de nouvelles idées, de nouvelles connaissances. On le voit à leur sourire, donc ça, c'est assez intéressant. C'est mon objectif. Alors, tu travailles chez Cheval Blanc. T'es pas le premier que je reçois parce que j'ai eu Capucine, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est ta vraie première expérience depuis Forever, quoi. Enfin, je veux dire, t'as fait quand même des stages, notamment en tant que banquier privé à Société Générale. Pareil, même retour que Capucine, t'as été un petit peu... Tu es resté sur tes fins. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a appris quand même, qu'est-ce qui t'a servi, quoi? Ouais, c'est ça, stage en banque privée, à la Société Générale, alternance également en banque privée, donc très intéressant. On permet à partir de 22, 23 ans de voir des clients très importants en banque privée, donc ça c'était prenant mais aussi intéressant pour moi d'avoir cette vision-là bancaire. Vision du crédit aussi, le levier de la dette qui est abordé notamment en banque. Le seul problème, c'est que sur la gestion de patrimoine, je les trouve un petit peu obsolètes à l'heure actuelle. Sur la dimension patrimoniale, très peu d'offres, une vision de vendeur et pas forcément de conseils. Donc c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. C'est-à-dire, tu peux me donner des exemples concrets? Le lundi matin, on va arriver, on va te demander de vendre tel produit, on va te demander combien de produits tu comptes vendre dans la semaine, peu importe le profil du client, peu importe ses objectifs, il faut vendre des produits structurés. C'est ce qu'on me disait, c'est ce que je ressentais. En fait, ce que tu ressens, c'est que c'est plus faire du chiffre commercial et industrialiser le truc, plutôt que d'aller dans la finesse et dans vraiment le profil client et dans cette finesse
d'aller analyser ses besoins, son profil, point par point, et de savoir presque être la valeur ajoutée qui va lui apporter la bonne allocation. En fait, c'est ça qui t'a stressé. C'est ça, c'est de la bâtonnite. Donc on me demandait de vendre, moi je vendais. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, c'est pas forcément des mauvais produits. Non, mais bien vendre sûr. les mêmes produits à tout le monde, peu importe les objectifs, C'est peu pas importe possible. le profil du client, moi j'en pouvais plus en fait. Ouais. Des produits qui sortent tous les trimestres. Donc, tous les trimestres, tu as la même politique commerciale. Et tous les lundis, on vient de voir combien tu comptes en sortir. Et le vendredi, si t'as pas fait tes chiffres, voilà, Mais moi, ça marchait bien là-dessus, mais j'étais limité en fait par rapport justement à cette offre, et je trouvais que je devenais un vendeur de tapis plutôt qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Tu as dit obsolète. Est-ce que tu penses que dans obsolète, c'est désuet, c'est dépassé, il n'y a pas forcément une notion de volonté. Est-ce que pour toi, au final, c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient? C'est la question que je me pose. Ouais. Quand j'ai parlé avec des dirigeants haut placés en banque, je me suis demandé si c'était pas forcément conscient. Alors c'est des grosses machines, hein, les banques, les assureurs. J'en parle aussi moi avec ma mère qui travaille chez MMA. Ils sont souvent en retard, mais pas forcément de leur volonté. C'est juste que c'est Admin beaucoup aussi, moins peut-être. flexible Ouais. à mettre en place. J'ai entendu là les MMA qui sortent un fonds obligataire, mais voilà, pour moi c'est 6 mois en retard. J'en parlais avec ma mère, mais c'est pas forcément de leur faute à ce niveau-là. Par contre, où je leur en veux, oui, c'est qu'on nous demande, nous en tant que conseillers, vraiment de vendre du produit, peu importe le profil du client, peu importe sa situation. Et ça, moi je trouve que c'est une vision totalement obsolète de la gestion de patrimoine. Parce qu'en gros, vous ne faites pas un rapprochement quand vous êtes en banque avec un écart, enfin, avec un profil client renseigné. Enfin, moi, je le vois, hein, pour être aussi en banque, les questions qu'on nous pose. Alors déjà, nous, en tant que client, on remplit le formulaire parfois à distance, on le signe de façon électronique. Ça nous saoule, donc on coche n'importe quelle case. C'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, on a... Enfin, sincèrement, on n'a pas envie de passer trop de Bien temps sûr. là-dessus. Et donc forcément, vous aviez justement ce genre de formulaire électronique? Ouais, exactement. Ouais. Alors, électronique, oui et non. Moi, je le faisais avec le client en direct. Le problème, c'est que si on veut lui vendre les produits qu'on peut commercialiser, qu'on commercialise, il faut qu'il ait un sacré, un certain degré de risque, pardon. Et donc, au final, on s'apercevait que les clients avaient exactement le même profil investisseur parce que c'est moi qui le faisais. Ah oui, C'est d'accord. moi qui le faisais, j'orientais le client pour que, même s'il était prudent, équilibré, Ouais. je l'orientais à lui dire, bon bah là, essayez d'être dynamique pour Ouais. aller sur ce type de produit. Enfin, je trouve ça vraiment lunaire quoi, quand on Ouais. y pense, et on n'est pas du Donc tout. tu as répondu à ma question, c'est quand même volontaire. Je pense que Il y a c'est quelque volontaire. chose Il y a de une certaine l'ordre. volonté aussi. Ouais. Ok. Donc tu pars, ça veut dire que tu finis ton alternance et tu décides de pas rester, c'est ça? Non, je reste, on me propose un poste, boulevard Haussmann, Champs-Élysées, très beau secteur, en tant que banquier patrimonial. Une très belle clientèle avec des célébrités, etc. Donc hyper intéressant. Moi, j'ai signé pour ça aussi. J'arrive dans une dynamique assez intéressante. Ça marche bien au niveau de la collecte et de mes chiffres. Le problème, c'est que je me retrouve complètement infantilisé. Si je dois aller aux toilettes, je dois me mettre en rouge Ah waouh. pendant 5 minutes. Je reviens, je dois me remettre en vert et donc cette vision-là de la gestion de patrimoine, c'est pas du tout ce que j'attendais. J'étais vraiment quasiment sur une plateforme téléphonique, à recevoir aussi des appels pendant que je bossais sur mes propres dossiers. Et ça, c'était juste voilà, inimaginable pour moi. Ok. Donc tu t'es dit, je pars. T'es parti sans rien ou t'es parti avec quelque chose? Alors, j'ai travaillé pendant 6 mois, mais avec mes expériences à l'ASG, j'ai travaillé peut-être pendant 3 ans à la Société Générale. Donc, c'est une banque que j'aime bien, qui m'a formé. Donc, je leur suis reconnaissant par rapport à ça. En fait, tu parles de process qui ne te conviennent des pas, process quoi. très lourds, même l'administratif, etc. Archaïque, complètement. On dirait du CRM un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Et je suis parti au bout de 6 mois. Donc, j'ai essayé de négocier parce qu'ils voulaient me garder pour un poste peut-être d'ingénieur patrimonial, Haussmann ou de la banque privée, mais un peu plus. Ça ne l'a pas fait, donc je leur ai dit, voilà, je m'en vais. Et voilà, j'ai eu une opportunité chez Cheval Blanc, donc j'ai foncé. Ok. Et là, du coup, tu repars à zéro. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, comment est-ce que tu t'appréhendes? Déjà, est-ce que tu flippes un peu? Parce que tu es jeune, tu as pris une décision, tu rien à assumer, j'imagine. Si, tu as un appart, mais tu pas une famille ni rien C'est pour ça. l'instant. Si Voilà. j'avais un risque à prendre, c'était maintenant. Je l'ai pris. Ça, je l'avais anticipé. Le risque, quand on est dans la banque, c'est qu'on peut monter
On met du temps à monter, mais une fois qu'on est monté, on arrive à s'asseoir avec un fixe assez conséquent. Donc le risque, c'est peut-être à 35-40 ans de se dire, ah ouais, j'ai quand même, je sais pas, 4-5 000 euros de fixe. Est-ce que ça vaut le coup de retourner avec un fixe quasiment au SMIC et jouer sur mon variable alors que j'ai des enfants, etc. Là, la question se serait posée et je voulais pas tomber dans ce piège-là. Donc j'ai voulu partir tout de suite. J'ai fait le bon choix, ça fait maintenant 6-7 mois que je suis chez Cheval Blanc. Ça cartonne, ça marche très bien. T'as tout constitué ou ils t'ont filé un portefeuille? Ouais, alors quand tu arrives chez Cheval Blanc, on marche avec la notoriété et la recommandation du cabinet. Et donc du coup, on n'a pas de portefeuille comme dans d'autres cabinets. Et je trouve ça intéressant, c'est que de l'affaire nouvelle. Donc c'est pas des portefeuilles ou des clients que tu vas appeler pour justement savoir ce qui avait été fait en amont, des clients potentiellement déçus. Non, là c'est de la nouvelle affaire. Et donc on a des leads qui viennent directement via LinkedIn ou via le réseau de Joachim Savini, notre président. Les leads sont redistribués par conseiller en fonction de nos appétences. Moi, je suis très orienté private equity, assurance vie luxembourgeoise, le financier, le juridique et le fiscal, un peu moins l'immobilier. Et donc, mon manager me balance ces leads-là et moi, c'est à moi d'appeler les clients. J'ai 48 heures pour les appeler. Et puis après, voilà, on fait l'affaire ensemble. Et t'as du rythme quand même? Ouais, j'ai énormément de rythme. Là, alors moi, je travaille maintenant en binôme. On a trouvé que ça marchait bien. C'est une stratégie que j'ai mis en place avec Thomas David, qui est mon binôme à l'heure actuelle. On pensait diviser notre chiffre d'affaires par 2. On l'a multiplié par 3, voire 4. Parce qu'on s'est aperçu que travailler en binôme, c'était ultra puissant. Les clients adorent avoir... alors c'est dans l'inconscient du client, j'ai l'impression, mais juste avoir quelqu'un qui valide de la tête quand il y en a un de nous deux qui parle et qui valide la stratégie que l'autre met en place, juste avec des éléments de langage, c'est hyper puissant. Il y a une double validation et le client, nous on s'est aperçu que ça permettait de faire l'affaire plus rapidement et ça marche très très bien. On est à peu près aujourd'hui à 25-30 rendez-vous semaine. Quand j'étais seul, j'en faisais peut-être 10-15. Et donc quand on a 25-30 rendez-vous semaine, forcément... Le client, il n'a pas besoin d'avoir vraiment un contact privilégié. Avoir un couple comme ça, en duo, ça le... On avait un doute aussi et au final, ça marche très bien parce que Thomas est très orienté sur l'immobilier, moi beaucoup plus sur le financier. Thomas a une posture beaucoup plus de senior, il a 40 ans maintenant. Ça rassure aussi le client. Une expérience aussi, lui est très très riche, donc ça rassure le client. Moi, j'ai plutôt ma vision junior avec une vision un petit peu du futur, de la gestion de patrimoine, les nouvelles choses à mettre en place. Donc le mix des deux plaît beaucoup aux clients. En tout cas, on a des très bons retours, donc ça marche. On est dans la diversification, quoi. Ouais, la diversification, exactement. Ok, alors justement, tu m'offres une super transition parce que avant d'enregistrer, on va dire ça comme ça, je te disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller sur toi en tant que jeune, ces classes d'actifs qui t'attirent plus que d'autres, et puis aussi... en effet miroir, ce que te demandent les clients, quels âges ils ont. Donc, vas-y, brosse-moi un petit peu le portrait de tes clients, leur typologie, CSP, sexe, âge. C'est un milieu masculin, la gestion de patrimoine, mais on s'aperçoit que c'est en train de changer. Le sexe, je pense 50-50. La typologie classique, c'est CSP+, client avec un patrimoine de peut-être 3, 4, 5 millions d'euros en moyenne, qui a fait le tour de la banque privée, justement, qui s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres choses à aller voir, d'autres classes d'actifs différenciantes, diversifiantes, à aller chercher dans les cabinets un petit peu de gestion privée. Maintenant avec internet, etc., ils font leurs recherches, ils font leur due diligence eux-mêmes et voilà, donc c'est un petit peu ça, CSP+, 45-50 ans en moyenne. Là c'est vraiment le client standard que je te donne, le client moyen, mais voilà, c'est à peu près ça. Ok. C'est des gens pour la plupart plus vieux que toi. Plus vieux que moi. Ouais. Du coup, est-ce que tu disais justement ce côté un petit peu jeune chez toi avec l'ouverture ou l'appétence pour des nouvelles classes d'actifs ou en tout cas une nouvelle façon de les approcher ou de les structurer peut-être, je sais pas. Ça consiste en quoi en fait? Parce qu'en gros, tu révolutionnes pas le bordel, j'ai envie de te dire. Ouais, effectivement. Mais alors quand tu es jeune comme moi, surtout dans ce milieu-là, il faut être très technique. Ouais. C'est obligé. Si on n'est pas assez technique, on n'est pas pris au sérieux. Déjà, quand on est jeune, quand il voit qu'il y a quelqu'un en face qui a 25-30 ans, c'est un petit peu compliqué de parler immobilier, de parler de son patrimoine, de le laisser aussi, je peux le comprendre, à la main d'un jeune de 25 ans, ses actifs financiers. C'est toute une vie. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est vous qui avez fait le plus dur. Vous avez fait 80-90% du travail. C'est vous qui l'avez constitué, votre patrimoine. Moi, je suis là pour l'optimiser de la meilleure des façons. Donc moi, ce que j'apporte, c'est une vision globale. Je leur explique quels moyens utiliser
et sur les différents piliers du patrimoine. Ça, c'est ma petite sauce, mais j'aime bien l'utiliser. C'est les 4 piliers du patrimoine. Premier pilier, le stock, l'argent que vous avez constitué ces dernières années. Ce stock-là, moi, je ne vais pas chercher de volatilité là-dessus, parce que si on rentre sur les marchés cotés aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de risques derrière de voir votre placement se dégringoler si on n'est pas sur un bon momentum de marché. Donc sur votre stock, on va aller chercher des classes d'actifs puissantes, le private equity, les clubs deal immobiliers, où peu importe le moment où on va rentrer, on va avoir de la capitalisation et on va aller chercher de la performance. Ouais, mais alors moi, tu vois, je t'écoute, mais pour m'être beaucoup renseignée, pour avoir beaucoup de gens à mon micro, des classes actives comme le private equity, évidemment, elles sont sexy parce qu'il y a ce fameux rendement. Le problème, c'est quand même la liquidité. 45-50, tu es au max du besoin de liquidité parce que généralement, tu as tes enfants qui commencent à rentrer dans des grandes études. Là, on parle sérieux. Parfois, tu as envie d'acheter une deuxième résidence secondaire avec tout ce qui s'entoure autour. Donc, pour moi, déjà, il y a souci Alors, tu vas me dire, ouais, mais en même temps, tu réfléchis aussi à ta retraite et à vraiment te constituer un patrimoine et avoir du capital plus tard, puisque généralement, on le bloque pendant 8 à 10 ans, cette classe d'actifs. C'est ça. Mais moi, ce qui m'a un petit peu freiné dans cette classe d'actifs, c'est que, en fait, comment en sortir ? Et la plupart, en fait, des fournisseurs de private equity, de plateformes ou de gros comme Altaroc, Archinvest, tout ce que tu veux, proposent en fait des réinjections de tes intérêts dans des nouveaux millésimes. Et donc, en gros, c'est hyper galère pour récupérer ta mise et encore plus pour récupérer ta perf. Donc, moi, voilà. Techniquement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu conseilles un peu à tes clients de faire, parce que c'est ce qui m'a, à un moment donné, moi, freiné dans le fait d'investir dans du PE, du capital investissement. Alors, ce que tu disais, effectivement, ça ne correspond pas non plus à tout type de client. Hein. Si c'est une classe d'actifs qui est notée 6 sur 7 aux yeux de l'autorité des marchés financiers. Des clients prudents, j'irai pas forcément là-dessus. Hein. On fait d'abord un audit patrimonial. La liquidité, oui, d'accord. Moi, je pose des questions aussi au début avec mes clients. On fait l'audit. Est-ce que sur cette somme-là, vous avez 500 000 euros à placer, est-ce que si on se dit 100 000 euros, vous gardez de la liquidité sur 400 000, est-ce que sur ces 100 000-là, on peut peut-être aller chercher un peu plus de performance, un peu plus de vision long terme ? Oui, non. Oui, d'accord, mais on peut aller sur le private. Non, dans ce cas-là, on n'ira pas. Après, sur le private equity, il y a des fonds evergreen aussi sur le marché qui permettent d'avoir de la liquidité. Alors, sur le papier, parce que si vous avez un acteur conséquent qui sort en même temps que vous, la liquidité, on s'aperçoit que c'est une vaste blague. C'est ça. Donc ça dépend aussi des évolutions de marché. Mais le private equity, moi souvent les clients me disent oui, mais j'ai pas la main, il n'y a pas de liquidité. Moi je trouve que c'est un avantage, au contraire. Si on a identifié une partie de placement, de son patrimoine à placer sur cette classe d'actifs-là, dont on n'aura pas besoin dans les 8-10 prochaines années, l'illiquidité, c'est une force. Mais je veux juste, excuse-moi de te couper, je veux juste insister sur le fait que la perf annoncée, généralement entre 10 et 12, je dis bien annoncée, pas réalisée, tu vois, au bout des 8 à 10 ans, puisque toi, tu es très technique, et je pense que c'est ça qu'il faut surtout que vous expliquiez à vos clients, elle n'est pas réelle. Parce qu'une bonne partie de cette perf, elle est réinvestie année par année dans des nouveaux millésimes. Et pour moi, les choses ne sont pas assez claires dans les sociétés qui fournissent ces fameux PE. Et donc, les CGP, quand ils l'expliquent, en tout cas, j'en ai pas eu aujourd'hui un qui assume parler de ça. Donc, c'est juste ça. J'attire ton attention là-dessus parce que je pense que des clients comme moi, investisseurs, pas avec des milliers non plus, tu vois, des paquets d'euros, mais je veux dire, j'en suis un petit peu revenue. Pas parce qu'au final, la perf serait pas bonne quand même, parce que moi, un 6-8, en vrai, ça m'aurait ravi. Mais juste parce que, comme ça a été mal expliqué, ou un peu flou, du coup, ça m'a rendu méfiante. Voilà, donc c'est une classe d'actifs complexe à comprendre, qui s'est démocratisée seulement c'est sur ces 10-20 dernières années. C'était réservé avant aux grandes institutions, aux grandes fortunes. C'est ça. Attention aussi à ça, la surdémocratisation de cette classe d'actifs-là. Moi, je fais très attention. Je n'irai pas sur des fonds en dessous de 100 000 euros pour ma part, pour mes clients. Faire attention à ça dans les prochaines années, c'est les risques qu'il peut y avoir sur cette classe d'actifs-là. Oui, c'est compliqué à comprendre. Alors, il y a des fonds primaires, des fonds secondaires, des fonds de fonds. Donc, retail. Voilà, exactement. De venture capital, grosse capital, de transmission également. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver.
Il y a plein Enfin, de types. c'était juste pour te dire qu'en tant que CGP, en plus de cette Ouais. génération qui croit en cette... et moi aussi, attention, j'y crois. Hein. C'est juste que je pense qu'il faut vraiment être très affûté et expliquer clairement, je sais pas, avec des graphiques, des moyens ou des projections ou aux clients, vraiment, ce qu'à terme, il aura en liquidité ou comme revenu. Parce que moi, je me suis dit, j'ai financé ma retraite comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si Facile Broadway, que ça, quoi. ouais, je Tu vois. comprends. Alors, nous, on le présente, chaque fonds aussi présente ses prévisionnels de distribution d'appels de fonds. Souvent, on le fait pas en un appel de fonds, hein, c'est sur 4-5 ans. Ouais, absolument. Et au bout de la 6-7e La somme année, grossit d'ailleurs. la somme grossit. Ou alors, des fois, ça peut être 10 000 et puis 30 000. Ça dépend vraiment de chaque fonds et de la stratégie des fonds. Ça, c'est au cas par cas. Et puis, on peut avoir des distributions à partir souvent de la 6e année. On a des fonds notamment, là j'en ai un en tête, qui à partir de la 6e année, on retrouve à peu près, un prévisionnel encore une fois, 80% des fonds investis. Okay. Et après on récupère les intérêts sur l'année 7, 8, 9, 10 par exemple. Alors continuons, excuse-moi je t'ai coupé, mais c'était important de revenir là-dessus. Continue sur tes fameux blocs. Donc la première, en gros, pas d'action, quoi. C'est ça que tu dis. Alors, sur le stock, moi j'aime bien utiliser sur le stock, l'argent qui a été constitué, elle est sur des classes d'actifs où la volatilité n'est pas... Enfin, faut pas aller sur de la volatilité. Pas de risque. En fait, faut éviter le côté ah oui, est-ce que je suis sur le bon moment de marché, voilà, est-ce qu'on est sur un point haut, est-ce qu'on est sur un point bas? Non. Sur le stock, allez directement placer vos 100 000 euros, vos 200 000 euros sur des classes d'actifs où la volatilité n'est pas un souci, n'est pas un sujet. Club deal immobilier, private equity. Sur le flux, par contre, sur votre capacité d'épargne mensuelle, combien vous êtes capable de mensuellement générer en épargne mensuelle? Là, il faut aller sur de la volatilité et sur les marchés cotés. Et prendre un peu de risque. Et prendre un peu de risque avec la volatilité, notamment parce qu'on va mettre la même somme tous les mois sur ce type d'investissement, donc des actions, des ETF notamment, de la crypto-monnaie aussi, on n'en a pas parlé, mais on peut aller aussi sur une partie de son patrimoine, sur 2 à 5%. Qu'est-ce que tu conseillerais pour la crypto? Quelle plateforme? Toi, quel partenaire avec qui tu bosses? Par exemple, moi, tu vois, je suis en train de me poser la question, j'ai envie de mettre 100 euros. Est-ce que déjà c'est pertinent si je mets 100 ou 200 par mois? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette 1000 tous les 3 mois? Alors, il y a un investissement de départ souvent entre 5 et 10 000 euros en fonction des partenaires. Il faut faire très attention. Le tout premier, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Le ticket d'entrée, on va dire que c'est à peu près 5 000 euros, on va dire. Et après, on peut mettre en place des versements programmés. Ce que je conseille énormément sur cette classe d'actifs-là, qui est très volatile. Plus il y a de la volatilité, plus les versements programmés en fait, vont avoir un sens et un intérêt. Les partenaires, il faut faire très attention aux crypto-monnaies. Ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux, etc. Il y a eu pas mal d'arnaques. Donc, il faut travailler avec des partenaires agréés. Sur la place. Sur la place. Mon livret C, très bon, Mathieu Charret. Donc, ils ont une vision, 4 types de mandats. Premier mandat, stablecoin. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour la trésorerie de l'entreprise. On est sur un risque qui était noté anciennement à 3-4 sur 7. Et on va aller chercher peut-être entre 10 et 15% de rendement annualisé, net de frais. Ça peut être intéressant. Il faut un profil assez quand même dynamique, mais sur de la holding d'entreprise, sur une petite partie du patrimoine, moi je l'ai fait avec un client. Ça marche très bien. Que si on est chef d'entreprise, particulier, c'est pas intéressant? Alors particulier aussi, on peut y aller. Si. Là, je donnais un exemple sur de la trésorerie dormante, ça peut être intéressant. Ça peut être une solution par rapport à des comptes à terme qu'on peut trouver chez nos amis banquiers. Et pour les particuliers, oui, ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui est plutôt sécuritaire, qui a entendu parler de crypto-monnaie, qui veut mettre des billes dedans, mais sans aller non plus sur des actifs trop risqués, type Bitcoin, Ethereum. Ça peut être une solution de commencer sur les stablecoins. Et après, ils ont des mandats prudents, équilibrés, dynamiques. 30% stablecoin, 70% dynamique, Bitcoin, Ethereum, 50-50 et 30-70. Ok, est-ce que c'est pertinent de mettre un peu comme ça des virements de côté mensuels, semestriels ou annuels et de laisser dormir pendant 8 à 10 ans sur la crypto, toi qui fais partie de cette génération qui croit et qui en est... je pense convaincu, en tout cas t'es pas crypto-sceptique, le mot qu'il faut employer pour faire genre on est bien. Toi t'y crois vraiment? J'y crois, mais sur le flux. Là, moi je mettrais pas mon stock dessus. Je mettrais plutôt mon deuxième pilier. J'utiliserais le flux. Un ticket d'entrée à 5-10 000 euros et après y jouer avec justement son épargne mensuelle. 200, Qu'est-ce que tu veux dire par j'y crois mais sur le flux? En fait, j'aurais plus de mal à balancer tout de suite 100 ou 200 000 euros avec un de mes clients
one shot sur un moment de top de marché tout de suite De crypto. Là, on est quand même sur un point. Alors, on ne sait pas si on est sur un point haut ou un point bas, mais on a quand même eu. Oui, ça a redescendu un petit peu. Ça a redescendu un petit peu. 96. Mais mettre tout de suite une grosse partie de mon patrimoine, une partie de mon patrimoine one shot sur cette classe d'actifs-là avec mon stock, non, je le déconseille. Je préfère y aller avec le flux. C'est quoi le risque pour ceux qui sont novices et qui écoutent? Mais le risque, je place 100 000 euros tout de suite et les marchés ne remontent jamais à mon point initial. Ouais, ok. Voilà. Ça veut dire que j'aurais acheté beaucoup plus cher que je pourrais le revendre et donc j'aurais perdu au lieu de faire une perf. C'est exactement ça. Et tu penses vraiment que sur 8 à 10 ans, les cryptos peuvent se casser la gueule au point... Pour toi, on a atteint le point le plus haut? Non, pour moi, non, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Donc, par contre, jouer avec son flux, justement, mettre 100, 200 euros, 300 euros par mois sur cette classe d'actifs-là, avec rentrer sur différents points de marché, des points hauts, des points bas, c'est ce qui va permettre de diluer le risque et à terme, en fait, de maximiser les chances de performance. Alors, on a parlé actions, on a parlé crypto, on a parlé PE, capital investissement, obligations. Tu disais, c'est 6 mois trop tard pour les banques, pour les assurances, excuse-moi. Les obligues, là. Donc, l'année dernière, cette année, comment toi, tu vois le marché évoluer? Est-ce que c'est le moment? C'est quoi le frein, les enjeux? C'est une classe d'actifs qui avait totalement été oubliée ces 10 dernières années parce qu'on avait une politique de taux très, très, très bas avec une inflation qui était plutôt maîtrisée. Post-Covid, on l'a vu, l'inflation a augmenté. Donc il y avait une politique aussi des banques centrales d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire justement la demande. Quand on réduit la demande, ça permet aussi de limiter et de réduire l'inflation et d'arriver à leur seuil de cible des 2% des banques centrales. Donc oui, il y a un momentum intéressant aujourd'hui parce qu'on reparle d'augmenter les taux là. Ouais, on reparle d'augmenter les taux. Mais on est quand même arrivé, on a observé quand même pas mal de baisses de taux ces derniers mois. Donc finalement, les obligations, moi il y a 6 mois, les obligations qu'on achetait, c'est celles qui étaient les mieux rémunérées, qui seront les mieux rémunérées dans le temps. Donc c'est hyper intéressant. Si aujourd'hui, Karine, je te propose une obligation à 5%, par exemple une obligation totale, l'entreprise totale à 5%, et que demain je vais voir un de tes collègues, je lui dis moi je peux vous proposer une autre obligation, la même, totale, avec le même risque, mais cette fois-ci à 4%. Et il va me dire non, moi je veux l'obligation de Karine. Donc toi, non seulement elle aura le meilleur coupon. T'es en train de me faire un rendez-vous commercial là, je te vois. Mais non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est pour prendre un exemple et tu comprendras bien que ton obligation, non seulement elle aura le meilleur coupon, et en plus, comme tu vas avoir de la demande des autres, tu vas avoir de la demande et donc du coup, elle va se valoriser en plus. Donc tu vas gagner sur les deux piliers. À la fois, tu auras le meilleur coupon, le meilleur rendement, et en plus, ça va se valoriser. Mais pourquoi? Bon, il y a cette histoire de taux, cette histoire d'inflation, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un investisseur? L'obligation, c'est un contrat. À l'inverse d'une action, pour faire la différence, une action, c'est une part du capital de l'entreprise. On est actionnaire, on est associé. C'est pas anodin quand on a une action. On a le droit de vote, le droit des assemblées générales, le droit de percevoir des dividendes. Une obligation, on est sur le pilier de la dette. C'est un contrat. Et donc, on connaît l'échéance, on connaît l'entreprise dans laquelle on va investir et on connaît aussi le coupon qui va être rendu. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une meilleure visibilité en fait par rapport à une action. On connaît ce qu'on va gagner. Si on garde une obligation jusqu'à son terme, on est sûr de retrouver le capital. Sauf en cas de risque de défaut de l'entreprise. Ouais, bien sûr. Et on connaît le coupon qui va nous être versé trimestriellement, annuellement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok. Et c'est une classe d'actifs aussi. Quand les obligations montent, les actions baissent. Et inversement. Donc, il y a aussi une logique de diversification et ça peut être intéressant de dire. Ok, donc pour toi, 2025, c'est une bonne année pour aller sur les obligues. Toujours. Ok. Moins que 2024, mais toujours une belle opportunité avec des coupons intéressants et toujours l'optimisation du couple rendement-risque. On va aller chercher on va avoir un risque à 3/7, mais on peut aller chercher aujourd'hui des rendements sur l'obligataire, sur les meilleures obligations, à peut-être 5-6% net. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok, quoi d'autre ? L'immobilier. Alors l'immobilier, c'est beaucoup moins mon sujet. Moi, je suis plutôt sur le financier, mais l'immobilier. Je t'ai parlé de deux... c'est ton compère. Ouais, c'est mon compère, exactement. Je t'ai parlé des 2 piliers, le stock et le flux. Le 3e pilier, c'est le levier de la dette. Et là-dessus, il va falloir aller chercher l'immobilier, s'enrichir avec l'argent du banquier, s'enrichir avec de l'argent qu'on n'a pas, avec le levier de l'endettement. Ça, c'est hyper puissant. Faire de l'immobilier avec du cash, non, je le conseille pas parce que moi, avec votre cash, je vais pouvoir vous l'optimiser et aller chercher des rendements bien plus importants. Par contre, oui. Le levier de la dette, il faut l'avoir. Moi, j'ai mon président qui me dit, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il y a des clients qui ont encore de la capacité d'emprunt.
Non, il faut l'avoir au maximum. Ouais. Allez le chercher, cette capacité d'emprunt. Ce qui me surprend un petit peu, Christophe, c'est qu'à ton âge... Alexandre, du coup. N'importe quoi. Alexandre, désolé. J'étais avec un Christophe à 20 ans, je vais couper là. Ce qui me surprend un petit peu, Alexandre, c'est, vu ton âge, 26 ans, tu ne parles, enfin c'est normal, hein, tu l'as dit toi-même, il faut être crédible et très technique quand on est jeune pour être entendu face à un mec en plus qui a 45 ans, 50 ans, chef d'entreprise parfois, ou une femme comme moi, tu vois, il faut que tu puisses assurer. Mais tu ne parles en fait que de cases actives qui existent depuis toujours. On n'a pas parlé d'assurance vie, mais je suis sûre que tu défendrais ton bonhomme. Est-ce que tu sais aussi faire des actifs tangibles? Est-ce que tu sais aussi aller vers du métavers? Bon, même si c'est plus trop, c'est un peu touchy. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as envie déjà de te spécialiser dans quelque chose, de devenir hyper pointu? Alors, j'ai le sentiment que tu vas être plutôt à terme d'ici 10 ans, mais c'est toi qui vas répondre, dans la stratégie, dans le montage. Je sais pas pourquoi c'est ce que je ressens de toi. Que c'est ce côté un petit peu justement, un petit peu réflexion intellectuelle qui t'intéresse, technique aussi beaucoup. Mais voilà, donc ma première question c'est, est-ce que tu vas te spécialiser? De quoi tu seras le roi dans 10 ans? Et ma deuxième question c'est, est-ce que tu n'as pas aussi envie d'aller t'intéresser à d'autres classes d'actifs dont on parle moins, mais qui feraient plus ton identité? T'en as en tête Ouais, mais je veux savoir si tu vas m'en parler, sinon je t'en parlerai. Ouais, effectivement. Alors, moi, j'aime bien la vision globale. C'est pour ça que j'ai fait. Tu me demandais au début pourquoi je voulais être CGP. C'est parce qu'on a vraiment une vision globale sur les histoires des familles et sur toutes les classes d'actifs. Donc moi j'aime bien toucher à tout. J'ai pas forcément envie de me spécialiser sur une classe d'actifs typique. J'aime beaucoup le private equity. Je m'oriente alors. Si au sein du cabinet, je me suis spécialisé sur les investissements au Luxembourg, l'assurance vie luxembourgeoise, qui est un vrai sujet. Hein. Aujourd'hui, on le ressent vis-à-vis de nos clients. Mais pourquoi c'est un vrai sujet? Puisqu'en gros... tu vois, fiscalement, c'est pas très intéressant. Non, mais si t'es domicilié en France, vas-y, dis-moi. Vas-y, vends-moi le truc. En fait, pourquoi on a eu une recrudescence de cette classe d'actifs-là, enfin, ce sujet. L'assurance vie luxembourgeoise, c'était notamment avec ce qui s'est passé au niveau politique en France, avec les dernières élections législatives, etc. Il y a une crainte, clairement, d'instabilité de certains Français à laisser la main à l'État de potentiellement plus tard geler les actifs. On a eu Sandrine Rousseau qui nous a quand même dit qu'elle pourrait aller piocher dans l'épargne des Français. Alors oui, c'est des punchlines, ça peut faire peur, mais il y a vraiment des gens qui ont pris peur, et je l'ai ressenti moi dans les derniers rendez-vous que j'ai pu avoir avec ces personnes-là. L'avantage du Luxembourg, c'est qu'il y a une garantie illimitée de vos dépôts. On est exclu de la loi Sapin 2, donc rien n'est saisissable. Il y a le fameux triangle de sécurité. Exactement, le triangle de sécurité. Et surtout, les actifs ne sont pas saisissables par l'État français. Donc ça, c'est ce qui rassure les clients. Et j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. On peut faire aussi beaucoup de choses au Luxembourg. Dans l'assurance vie luxembourgeoise, c'est la flexibilité qui est intéressante. On peut mettre notamment, on en a parlé, du private equity dans l'assurance vie luxembourgeoise. Et quand on a une niche fiscale puissante comme l'assurance vie et qu'on vient mettre à l'intérieur, dans le contenu, du private equity qui va capitaliser pendant, tu l'as dit tout à l'heure, 8-10 ans. Tu connais aussi la date clé de l'assurance vie, mais à partir de 8 ans, il y a des règles fiscales hyper intéressantes. Et il y a un montage à faire là-dessus qui est vraiment très puissant. Ok, ça booste en fait, c'est ça que tu veux dire, c'est un booster. On a une classe d'actifs, le private equity, qui est la classe d'actifs la plus performante de ces 20 dernières années, qui va venir capitaliser dans l'assurance vie sans érosion fiscale. C'est super puissant en fait. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, enfin très légèrement, et je suis sûre que tu vas être prolixe sur le sujet, puisque je comprends bien que tu fais partie de cette génération qui croit aux entreprises et qui ont envie à la fois de faire partie de l'aventure et de les aider. C'est tout ce qui est impact. Et dans le private equity, quelle autre classe d'actifs peut être plus impactante dans le choix, en tout cas, des boîtes dans lesquelles on peut investir. Est-ce que, déjà, en pourcentage, tu penses que ça doit faire partie d'un portefeuille? Combien de fois, toi, tu en proposes? Et techniquement, puisque tu as l'air d'être très concret, pragmatique, est-ce que tu t'aides d'outils qui mesurent le réel impact de tes boîtes? Ouais, je comprends. Alors, nous, on a
alors Joachim a une stratégie qui est très 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 intéressante. Il prend toutes les stratégies des family office sur le patrimoine des clients et il fait une moyenne. Et on s'est aperçu en moyenne qu'on était sur le private equity à peu près à 30-40% du patrimoine financier chez les plus grandes fortunes françaises, dans les family office. Donc moi j'essaye de le reproduire aussi à petite échelle, donc en fonction de chaque client, hein. Il y en a qui vont me dire moi j'ai besoin de plus de liquidité, etc. Mais si le client se laisse aller et veut du conseil, moi j'irai jusqu'à aller 30, 35, 40% max sur le patrimoine financier de mes clients sur le private equity. Ah mais on parle de private equity, mais moi je te parle de PE vert. Ah, en fait, ok, bah oui, effectivement, on en a. Alors après, oui, c'est maintenant quasiment la norme faire attention aussi à ça, le greenwashing, etc. Mais T'es capable de me citer 2-3 exemples d'entreprises de PE vert? PE vert, c'est pas forcément ce que je traite au quotidien, donc je pourrais pas forcément t'en citer là comme ça. Pourtant, votre génération est très concernée ou devrait être très mais on concernée. s'aperçoit finalement que les clients, c'est pas forcément une priorité. Ils aiment en avoir, mais c'est pas une priorité. Tu sais, quand on fait le profil investisseur, la plupart de nos clients, je dirais 90 à 95% de nos clients, se mettent neutres. C'est-à-dire qu'ils veulent, oui. Ouais, mais toi, tu as une responsabilité en tant que CGP. J'ai une responsabilité. Tu devrais les orienter vers des trucs là-dessus. On va choisir des fonds, effectivement, qui respectent ces critères ESG. Mais maintenant, aujourd'hui, comme je te disais, c'est quasiment la norme partout pour pas être blacklisté. Donc nous, les fonds avec lesquels on travaille, ils sont systématiquement respectueux de ces critères-là. Les normes vont beaucoup évoluer cette année. Ça te fait pas un peu flipper? Tu te dis pas qu'il va falloir que tu te tapes toutes les formations de la CNCGP? Ouais, c'est sûr. Vous êtes dans quelle chambre, vous, d'ailleurs? Quelle chambre, c'est-à-dire? Comment est-ce que tu mets à jour tes formations? Est-ce que tu suis des universités? Ouais, alors on a des partenaires aussi qui permettent, donc des assureurs qui nous permettent de suivre des formations. Donc ça, moi j'aime bien le faire parce que ça permet aussi, on en parlait tout à l'heure, mais d'être avec des collègues, des confrères, donc j'aime bien le faire. Sinon, on a des formations en ligne, voilà, comme tu peux l'imaginer, qu'on fait régulièrement pour te mettre à jour. Pour se mettre à jour, effectivement. Dernière question, parce qu'il nous reste 4 minutes. Ouais. T'as vu, ça passe vite. La retraite, c'est un sujet dont on parle bien sûr, évidemment, grâce ou à cause, je sais pas comment dire, du gouvernement et de ses multiples rebondissements. Toi, t'es jeune. Est-ce que c'est un sujet auquel déjà tu penses, perso? Okay. Est-ce que c'est un sujet que tu traites souvent en rendez-vous? Avec quel type de profil? Et comment tu vois les choses? Alors, pour moi, j'y pense pas du tout. Clairement, pourtant, tu pourrais être millionnaire si tu mettais sur des actions classe d'actifs que tu n'as pas l'air de beaucoup aimer, enfin en tout cas sur lesquelles tu es méfiant, tu pourrais être millionnaire. Non, mais tu me parlais de la retraite, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Pour l'instant, c'est pas du tout une de mes priorités. Moi, l'objectif, c'est vraiment de cranter au niveau de mon travail, etc. J'adore travailler, c'est une passion, donc j'y pense pas du tout. Par contre, pour mes clients, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, tu lis la retraite à l'âge, en fait, toi. Tu te dis à 45 ans c'est normal, à 25 c'est pas normal qu'on y pense. Mais, en fait, ça se trouve t'auras pas de retraite. Bien sûr, y a de ça. Donc, et d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui que l'État a mis en place des choses pour qu'on capitalise pour notre propre retraite. Le PER, beaucoup aujourd'hui utilisent le PER pour la défisque. Mais le PER c'est quelque chose qui a été mis en place pour capitaliser. Parce qu'on l'État est conscient que le système de répartition est pour moi voué à l'échec aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qu'ils mettent en place? On va vous dire à nos Français, capitaliser pour votre propre retraite. C'est l'objectif premier du PER. Et après, comment faire pour inciter nos Français à le faire? Ils mettent la carotte fiscale, justement, de se dire tout ce que vous allez verser sur votre PER, tout ce que vous allez capitaliser pour vous, en plus de ça, on vous donnera un avantage fiscal. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas d'ego, je l'admets. Est-ce que au niveau de la fiscalité du PER, est-ce qu'on la paye à chaque fois, chaque année, ou est-ce que c'est une fois qu'on aura qu'on s'en servira? Enfin, pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, quand tout ce que tu vas verser sur le PER, déjà, tu as la possibilité de le déduire de ton imposition. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'objectif du PER, c'est quand tu es en pleine carrière avec une forte TMI, une forte tranche marginale d'imposition, verser sur le PER pour capitaliser, aller chercher justement à l'intérieur, on n'en a pas parlé, mais du contenu de ce PER, des classes d'actifs puissantes, des actions, des obligations, du private equity, pourquoi pas, même de la crypto-monnaie, il y en a certains qui le proposent. Donc ça va venir capitaliser pour la retraite, et en plus ça permet de réduire fiscalement. Donc quand on fait ça avec une forte TMI à 41, on déduit à 41, 30, enfin jusqu'à partir de 30, 41, 45%, et quand on arrive à la retraite, tes revenus vont forcément diminuer, et donc du coup ta tranche marginale d'imposition est censée aussi baisser, et c'est à ce moment-là qu'il faudra ressortir. Pas le ressortir en une fois, sinon ça va exploser ta tranche marginale d'imposition, mais le ressortir en plusieurs fois. Ok.
Ok, c'est plus clair. Ma petite dernière question, mais que je baptise avec tous les nouveaux depuis 2025. Quand tu vas sortir, à chaud ou à froid, dans Ouais. 1 heure ou dans 10 jours, qu'est-ce que ce podcast aura apporté sur toi? Sur des questions que tu t'étais pas posées ou que je t'ai posées ou que tu t'es posées. Ouais, c'est clair. Tu vois, enfin, juste, je veux savoir ce que tu n'avais pas anticipé, ce que tu n'avais pas vu ou un angle ou un prisme que tu n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Ouais, c'est pas T'as un compris, là, exercice facile. j'ai besoin que tu m'envoies Ouais, bien des sûr, étoiles. bien sûr. Non, c'est un exercice qui est pas forcément simple, hein, le podcast audio, mais non, les questions sont pertinentes. J'aime bien quand tu commences par justement dérouler la vie, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on comprend ma vision que j'ai à l'heure actuelle, hein, c'est via mon passé. Donc ça, hyper intéressant. Et puis les questions que tu as pu me poser sur les différentes classes d'actifs, toi, les conseils que tu aimerais avoir aussi peut-être à titre personnel, je ressentais ça aussi derrière. Bien sûr, bien sûr. Derrière tes questions, il y a aussi mais parce qu'en fait, j'apprends volonté, beaucoup avec vous, j'apprends beaucoup de vous. Et puis, à force de croiser des gens, et puis bon, tu le sais bien, j'ai une autre carrière ailleurs où je reçois une dizaine ou une quinzaine de chefs d'entreprise par semaine. Donc, je peux aussi vous aider parce que eux me confient leurs questions, leurs doutes. Et parfois, j'ai l'impression que les deux ne matchent pas, que les deux mondes ne se rencontrent pas. J'ai des chefs d'entreprise, si tu m'as écouté, qui ne veulent absolument pas travailler avec des CGP, et pourtant c'est pas les plus pauvres. Et puis parce qu'ils sont entourés d'avocats fiscalistes, de conseils, et que eux ont l'impression de savoir faire. C'est le tu sujet. leur réponds quoi à ces mecs-là? En fait, on a une mauvaise presse parce qu'il y a eu des CGP un petit peu véreux aussi dans le passé. Hein, faut dire ce qui est vrai. Et on a à l'inverse, tu parlais des notaires, des avocats, etc. Et ils ont tous un ordre où ils sont référencés. Aujourd'hui, les CGP, n'importe qui peut devenir CGP. Donc c'est pas forcément, on n'est pas comme un avocat, ou un notaire. J'aimerais bien dans le futur, s'il y avait une distinction à faire là-dessus, qu'on puisse avoir aussi nous notre référencement, une sorte d'ordre sur lequel on peut être référencé pour qu'on ait un peu plus de sérieux et qu'on soit pris davantage au sérieux. Parce que je sais que ça peut faire peur. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir CGP et peut se dire conseiller, quoi. Merci beaucoup, Alexandre Chaudet. Merci, Karine. C'était vraiment sympa de t'avoir. Dernière question, mais en 2 mots. Tu te vois comment dans 2 ans? Dans 10 ans plutôt, excuse. Dans 10 ans, moi après, voilà, j'aimerais bien potentiellement créer une structure ou être un peu plus indépendant, créer ma propre structure. Donc tu dois chef d'entreprise, la boucle est bouclée, quoi. Je pense que ça sera le sujet. Ouais. Bon. Eh ben, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Pâte. Tu communiques, tu postes sur LinkedIn aussi Insta? Un petit peu. Insta, effectivement. Ok. Quoi, du contenu pédagogique ou, Ah non, sur Insta, non. Sur LinkedIn, oui. Je vais commencer à le faire d'ailleurs. Okay. Pour prendre un petit peu les rênes de mon président. J'aime bien ce qu'il fait, donc j'aimerais bien aussi apporter ma petite touche à moi. Si vous avez aimé l'épisode d'Alexandre Chaudet, je vous invite à liker, à le partager bien sûr et à vous abonner. Et je vous dis à mardi. Salut. Merci Karine.